Bonjour à tous et bienvenue à notre panel sur la gestion de projet en situation d'urgence. Mon nom est Benoît Grasse, je suis président de PMC. Je vais vous présenter nos panélistes sous peu, mais avant tout, peut-être quelques petites consignes de base pour les participants. Tout le monde est un petit peu habitué à ces sessions Zoom maintenant, mais voici ce qu'on va vous demander. Si vous avez des questions, posez-les au fur et à mesure dans la fenêtre questions-réponses. Puis mon collègue Sefer Temouri, qui est coordonnateur aux opérations ici chez PMC, va les porter à notre attention. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions durant le panel, mais on va faire de notre mieux, puis on va s'assurer de faire un suivi avec chacun d'entre vous si c'est nécessaire, et suite dans les prochains jours. Alors, mes panélistes aujourd'hui sont Christine Beaulieu, qui est notre experte en compétences interpersonnelles et gestion d'équipe. Bonjour, Christine. Bonjour, Benoît. Bonjour tout le monde. Michel Cambron, qui est notre spécialiste en analyse d'affaires et en planification de projet. Bonjour, Michel. Oui, bonjour, Benoît. Bonjour à vous. Serge Garon, qui est spécialiste en gestion des risques de projet et risques majeurs. Salut, Serge. Et bonjour, Benoît, et bonjour à notre audience. Et on a Gilles Lalonde, qui est notre maître à penser en créativité et résolution de problèmes. Bonjour, Gilles. Bonjour à tout le monde. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Pour les gens qui nous écoutent, je résumerai la situation en disant que, évidemment, dans le contexte de la crise COVID-19 et le fait que nous cinq, on collabore ensemble sur différents programmes de formation en gestion de projet, on s'est mis à se questionner sur les offres de formation, les techniques pour la gestion de projet dans des situations d'urgence comme celles qu'on vit aujourd'hui, mais pas juste pour la COVID, mais ça peut être un désastre naturel, ça peut être une crise commerciale, ça peut être toutes sortes de choses. On va en parler tout à l'heure. On a remarqué qu'il n'y avait pas vraiment d'offres pour des programmes de formation spécifiquement dédiés à ce genre de situation-là, qui va bien au-delà de la gestion de projet 101. Alors, on a décidé de développer un programme pour ça. Et c'est un petit peu de cette problématique-là qu'on voulait discuter aujourd'hui durant notre panel. Alors, peut-être commencer par une petite mise en situation. Ce qui nous intéresse spécifiquement aujourd'hui, je m'adresse peut-être à toi, Serge, dans un premier temps. On parle de situation de projet en situation d'urgence. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Parce qu'on peut s'entendre que tous les projets ont à faire le travail toujours dans des délais serrés, mais un projet en situation d'urgence, c'est particulier. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Alors, juste pour mettre la table, je dirais que le mot urgence ou faire un projet en situation d'urgence, ça veut dire qu'on doit faire quelque chose de très important tout de suite. Sinon, on va perdre des opportunités ou on aura des pénalités. À l'extrême, une urgence, c'est une crise. Alors, on peut considérer deux contextes de crise. Une crise locale qui est limitée et une crise beaucoup plus large, par exemple l'avènement d'un risque majeur. La crise locale affecte une compagnie, un ministère, une petite partie de la population et va réduire nos ressources, augmenter nos priorités, etc. Ça va affecter notre capacité à corriger rapidement une situation ou profiter d'opportunités. Une crise locale pourrait être la perte d'employés essentiels, par exemple, la perte de financement, un incendie à notre usine, mais ça pourrait aussi être positif. Par exemple, un besoin soudain d'une grande quantité de nos produits. Alors, il faut que les compagnies affectées puissent réagir très rapidement avec peut-être des méthodes de travail un petit peu différentes que les projets normaux. Un risque majeur ou un désastre, c'est un événement peu probable, mais que s'il se produit, pourrait affecter une grande quantité de population et aura des effets qui vont au-delà de la capacité normale de la société de réagir. L'avènement d'un risque majeur est régi par des lois, par exemple la loi sur la santé publique et autres, qui vont en soi affecter la gestion des projets courants. Des exemples de risques majeurs seraient la crise de verglas en 1998, par exemple, un incident nucléaire, un ouragan, déraillement du train du lac Mégantic, ou ce qu'on vit présentement, la COVID-19. Un risque majeur est toujours négatif. Par contre, il pourrait en ressortir des situations positives pour les compagnies qui pourraient réagir rapidement. En réaction à ces deux grands contextes, soit la crise locale ou la crise majeure, nous avons deux situations de projet à considérer. Un projet normal, mais en situation de crise, et aussi un projet de gestion de crise. On en parlera peut-être plus tard, mais pour l'instant, je mentionnerai qu'un des facteurs les plus importants à considérer, quel que soit le contexte de crise, c'est la gestion des parties prenantes. Et là-dessus, je m'en remets à mes collègues pour continuer la discussion. OK, excellent. Puis une des choses que je retiens, c'est surtout que quand on a un projet à faire en situation d'urgence, ce qu'on entend, là, puis
une des choses peut-être qui pourrait faire l'objet de notre discussion aujourd'hui, c'est un projet auquel on ne s'attendait pas, on n'a pas eu le temps de se préparer, c'était imprévu. Donc, moi, ce que j'entends aussi, là, c'est au niveau peut-être de la dynamique humaine, c'est source de stress, anxiété, inquiétude, incertitude. Pour la dynamique des équipes qui travaillent sur le projet, j'imagine que ça nous amène un lot de défis là, additionnels auxquels on ne s'attarde pas toujours dans les formations gestion de projet 101. Là. C'est particulier, c'est spécial. Christine, toi, tu es la spécialiste dans ce domaine-là. C'est quoi les défis et les difficultés additionnelles que ça amène d'être en situation d'urgence, en situation de crise? Puis c'est quoi les techniques, les solutions auxquelles les gens peut-être n'ont pas pensé ou ne connaissent pas, qu'on ne nous enseigne pas en gestion de projet 101 puis qu'on pourrait amener à contribuer? Merci Benoît. Un excellent point, effectivement. Je pense que ces types de projets-là peuvent apporter deux natures de stress, que j'appelle, moi, un stress stimulant, énergisant, où les gens veulent avoir vraiment un sentiment de dépassement. Ils sont vraiment, ils carburent, dans le fond, avec cette énergie-là. Et il y a un stress qui est plus perturbateur, qui va créer à ce moment-là de l'anxiété, qui va créer une certaine une peur à travers tout ça. Même à certains moments, il y en a qui vont même se saboter à travers tout ça. Puis là, on doit se dire, ben, on a ces types d'individus-là qui se mettent en commun, puis à travers tout ça, ben, ça devient des émotions un peu contradictoires. Et là, on veut qu'ils travaillent ensemble. Donc, c'est pas toujours effectivement évident. Moi, j'aime bien me référer à une des théories qui appelle la courbe de Tuckman, la courbe de productivité des équipes de Tuckman, qui a 5 phases à l'intérieur de ça dans un cadre de projet. Et on dit qu'une des phases, lorsqu'on arrive dans le fond après la formation d'équipe, on est vraiment en turbulence, on est dans un cadre d'agitation. Moi, j'aime bien appeler ça un ajustement au niveau des méthodes de travail, etc., pour qu'on puisse arriver à une étape de normalisation par la suite, où est-ce que les gens travaillent en symbiose un peu plus, où il y a une cohésion d'équipe, et puis on apprend à se connaître et à travailler et à prendre des décisions en collectivité. Donc, le responsable d'un projet en urgence doit absolument faire tout ce qu'il faut pour passer la courbe ou la phase d'ajustement ou d'agitation le plus rapidement possible. Moi, je pense qu'un kick-off bien stimulant, bien orchestré, qui permet de bien revoir les objectifs du projet, les défis qu'on a, de revenir régulièrement aux notions de l'objectif pour que les gens recadrent toujours correctement, s'assurer aussi qu'on ait fait une charte d'équipe. On néglige souvent cette notion-là, mais la charte d'équipe, où est-ce qu'on va travailler sur les valeurs de l'équipe, sur la capacité à pouvoir interagir ensemble, sur le processus qu'on va mettre en place si on a des litiges, des conflits, il faut escalader, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc ça, il faut que ce soit très clair pour les gens et ce, dès le début. Et surtout, mettre des plateformes qui permettent aux gens de pouvoir aussi échanger d'une façon beaucoup plus rapide puis très claire à travers tout ça. Moi, je pense qu'une des structures d'équipe qui est la plus fonctionnelle dans un cadre de projet de cette nature-là, c'est vraiment des équipes auto-gérées qu'on appelle, où on laisse beaucoup de latitude aux gens, où il y a une certaine responsabilisation qui est donnée au niveau de l'équipe de travail et qui permet aux gens de prendre des initiatives et d'avoir une certaine, comme je disais, latitude à travers tout ça. Bien, un défi, c'est sûr, c'est le gestionnaire de projet qui est habitué d'avoir un contrôle presque extrême. Bien là, il faut qu'il y ait un ego que j'appelle moi très sain parce qu'il doit laisser le pouvoir un peu pour le bénéfice, dans le fond, de la réussite du projet. Puis ça peut, dans le fond, causer des petites frustrations, même inutiles, si on ne travaille pas là-dessus rapidement, je dirais. Le seul autre défi peut-être que j'ajouterais en termes de dynamique humaine sous une situation de stress comme ça, c'est ça au niveau de la communication. La communication, c'est toujours de la part en part en gestion de projet parce qu'on se dit, bon, tout le monde m'a compris, j'ai compris tout le monde. C'est habituellement faux en situation de projet normal. Donc, en situation de projet de type urgence, c'est encore plus important. Et donc, il faut absolument s'assurer que les gens ont bien compris ce qu'il y a à faire parce que c'est urgent. Et surtout parce que s'ils n'ont pas bien compris ou que vous n'avez pas bien compris, ça veut dire qu'on va être obligé de reprendre le travail, ce qui est une chose dont on ne peut pas se permettre de faire lorsqu'on en manque de temps. Okay. Parfait. On va peut-être rester dans la thématique humaine parce que là, on a parlé beaucoup de communication puis de gestion de stress au sein de l'équipe de projet. Encore une fois, gestion de projet 101, on nous dit, garde, n'oubliez pas vos parties prenantes, mais là, on est en situation d'urgence. On est pressé par le temps, on prend des décisions rapides, on risque d'avoir des angles morts, on va probablement oublier du monde, on va oublier des parties prenantes. Fait que si on sort de l'équipe de projet pour aller
un peu plus large au niveau des parties prenantes. Michel, je sais que ton domaine d'expertise, c'est l'analyse d'affaires, donc consulter les parties prenantes, c'est important. Ce serait quoi une technique qu'on pourrait appliquer pour justement s'éviter des angles morts qu'on ne veut absolument pas avoir là, dans un projet de cette importance-là? Merci, Benoît, pour ta question, et c'était une très bonne question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les parties prenantes ont une influence sur le déroulement du projet puis le livrable du projet. Donc, l'objectif, c'est d'identifier ces parties prenantes-là. On sait que plus le projet est gros, plus il est complexe, et selon la nature du projet, plus qu'on va avoir de parties prenantes. Donc, l'objectif, c'est capable d'identifier les parties prenantes, mais aussi d'identifier un peu c'est quoi les enjeux par rapport à ces parties prenantes-là qu'on doit gérer. Il y a plusieurs façons de découper et de déterminer les types de parties prenantes. Même les façons, c'est par exemple, on peut regarder en type d'enjeu. Le premier, c'est qu'on peut appeler les parties prenantes utilisatrices, qui vont utiliser la solution finale du projet. Donc, l'enjeu, c'est de bien cerner tous les besoins des parties prenantes. Donc, si on manque des parties prenantes, on va avoir une solution qui va être imparfaite et ça peut évidemment occasionner des problèmes. Le deuxième type de parties prenantes, c'est un peu ce qu'on vient de parler, c'est l'équipe de projet. C'est un groupe de parties prenantes et pour le responsable de projet, l'enjeu important à gérer, c'est l'engagement. Si, par exemple, on a donné un contrat à un fournisseur qui doit livrer telle pièce ou tel composant pour telle date, si le fournisseur suit ses engagements, à ce moment-là, l'équipe de projet va recevoir la pièce à l'intérieur des délais et des coûts et la portée du projet. Donc, on parle d'engagement. Le troisième groupe de parties prenantes, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes concernées. C'est sûr, à cause de la nature de leur rôle et responsabilité dans notre société, ou dans nos organisations, qui ont un certain droit de regard, un droit d'approbation, un droit de décision sur notre projet. Donc, ce sont un peu les personnes incontournables, il ne faut pas les oublier. Un exemple très, très simple, c'est si vous faites un projet de construction de nouveaux ponts ou n'importe quoi qui va déranger un peu l'environnement, c'est certain qu'il faut aller chercher les approbations au ministère de l'Environnement. Ça, c'est un incontournable parce que si vous ne le faites pas, le ministère va arrêter votre projet. Ensuite, le quatrième type de parties prenantes, c'est ce qu'on appelle des parties prenantes affectées. C'est du monde qui sont essentiellement dérangés par le projet. Et un bel exemple, c'est par exemple parce qu'on parle le pipeline de TransCanada qui voulait passer au Québec. Et à un moment donné, on n'avait pas une acceptabilité sociale. Donc, le premier ministre François Legault avait mentionné, bien, moi, je ne peux pas endosser ce projet-là parce qu'ici au Québec, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour un pipeline. Donc, évidemment, on sait qu'est-ce qui s'est passé avec ça. L'autre problématique, c'est aussi d'être capable d'identifier les parties prenantes. Et ça, il y a plusieurs techniques. Une des techniques que j'aime bien, c'est une bonne pratique qui est d'ailleurs détaillée dans les normes des standards, c'est de regarder le cycle de vie du projet et de la solution qu'on va mettre en place et de déterminer chacun des parties prenantes à chacune des étapes, les catégoriser par leurs enjeux et ensuite de ça, de mettre en place des plans d'action. Donc, et voilà. OK. Si tu me permets, Benoît, j'ajouterais peut-être un élément en lien avec ce que Michel vient de nous mentionner. Pour ce qui est de la catégorisation des parties prenantes, je pense qu'effectivement, c'est un essentiel et ça doit être fait. Mais j'aime beaucoup utiliser, moi, l'outil aussi qui nous permet, la grille, la matrice, qui nous permet aussi de définir un peu les rôles et les responsabilités de nos parties prenantes. Alors, celle que j'utilise beaucoup, c'est le RACI, RACI, qui est simple, qui est facile d'utilisation et qui est très parlante. Alors, cette grille-là nous permet rapidement d'identifier aussi la notion d'imputabilité, qui, à ce moment-là, a la notion soit, comme Michel dit, d'approbation ou de rendre des comptes, et aussi, entre autres, celle qui permet aussi d'identifier les gens qui ont la responsabilité d'exécution. Et là, ça permet aux gens d'éviter de se marcher ses pieds ou d'être un peu en conflit tout au long d'un projet de cette nature-là, parce qu'on n'a pas le temps de gérer d'une façon trop détaillée les conflits et tout. Alors, on va tout faire pour essayer de les minimiser. Et je trouve qu'une grille de rôle et responsabilité a toute sa place dans ce cadre de projet-là. Et le faire rapidement et au début du projet. C'est un élément pas négligé. OK. Ça me fait penser aussi à un autre aspect. Moi, j'ai la chance d'être président d'un jury sur un palmarès des meilleurs projets au Québec à chaque année. Puis quand on évalue les différents projets, une des choses qu'on essaie de voir, c'est comment ces projets-là sont distingués. Puis souvent, ce qu'on va voir, c'est que la différence entre le succès et l'échec d'un projet,
va se trouver dans la capacité de l'équipe à avoir trouvé une solution créative, à avoir peut-être sorti des sentiers battus, des choses comme ça. Peut-être pour faire un peu de millage là-dessus. Qu'est-ce qu'il y en est là, des techniques de résolution de problèmes? On est en situation d'urgence, on est pressé, on a une catastrophe sous les bras. On s'en sortira peut-être pas en utilisant les bonnes vieilles techniques du passé. Gilles, tes leçons apprises, toi, dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on peut mettre à profit comme solution, comme approche? C'est sûr que lorsqu'on a beaucoup de temps, on peut faire un meilleur boulot d'analyser le problème et de trouver des solutions. Mais il faut faire la même chose en période de crise. Puis bon, j'ai eu beaucoup de projets à gérer là, au fil des années de cette façon-là. Michel, tantôt, parlait de définir les besoins de certaines parties prenantes. Puis en résolution de problème, il y a deux grandes étapes. La première, c'est identifier correctement le problème. Puis la deuxième, c'est la recherche de solutions. Lorsqu'on parle de créativité, on va parler habituellement dans la phase de solution, tandis que le problème, il n'y a pas tellement de créativité autant dans cette étape-là. Sauf que pour faire un bon projet, il faut identifier bien les besoins, il faut aussi résoudre des problèmes. Puis ça, les chargés de projet, les analystes d'affaires font ça depuis des siècles. C'est rien de nouveau, sauf que là, il faut le faire à vitesse grand V. La chose qu'il ne faut surtout pas se tromper, parce que ça, c'est le pire cauchemar, c'est de mal identifier le problème. Okay? Ça a l'air simple, là, mais dans des exercices que je fais des fois avec les gens, là, je leur donne un texte à lire, puis ils se trompent complètement à la définition du problème. Donc, la première chose à bien faire, c'est de définir correctement le problème et être sûr que quand on a pensé avoir trouvé le problème, qu'on n'a pas rien oublié d'important, donc il n'y a aucun angle mort. Comment est-ce qu'on peut faire ça? D'abord, il y a des étapes à suivre en résolution de problème. Il ne faut pas sauter ces étapes-là. C'est juste qu'on peut les faire plus vite dans certains cas. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut consulter. Donc, plus vous impliquez des gens, plus les gens que vous impliquez pensent différemment de vous. Donc, ne vous entourez pas uniquement de gens qui pensent comme vous. Assurez-vous aussi que tout le monde a le droit de parler. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des facilités d'élocution que ça doit être juste lui qu'on entend. Donc, il faut entendre aussi les timides. Et plus vous allez avoir des gens qui ont des pensées différentes, plus vous avez des chances d'avoir couvert correctement le problème. Une des techniques que j'utilise, c'est un brainstorming silencieux circulaire. J'ai utilisé ça la dernière fois avec 150 gestionnaires d'un centre hospitalier. Ça a duré exactement 20 minutes. On a compilé toutes les notes de tout le monde sur la définition du problème. Ça a donné 42 pages qu'on a regroupées en 100 idées différentes. Puis on a pris les 10 premières priorités, puis on a commencé par celle-là. Okay? Donc, une fois que vous avez bien défini votre problème, 50% de la job est faite. Il reste maintenant à la phase de solution. Et là, dans la phase de solution, la première chose à se demander, c'est est-ce que j'ai besoin nécessairement d'une solution créative? Et la réponse, c'est non, pas toujours. Il y a des choses très simples que tu peux résoudre, puis c'est pas besoin d'être créatif, ça va faire le boulot très bien. En autant que tu aies bien défini le besoin puis que le problème est réglé par la solution, ça va. Par contre, quand on parle de contexte d'urgence comme on a ici, ou dans un contexte qui serait moins urgent puis qu'on veut être innovateur, mais dans un contexte d'urgence, il faut être capable de rapidement trouver des solutions. Puis d'être créatif parce qu'on manque de temps, on manque de ressources, on manque de plein de choses. Et là, si on n'est pas créatif, on n'est pas capable de se débrouiller, mais ça va déborder. Donc, la créativité, ce n'est pas uniquement une question de technique. En fait, c'est plus un état d'esprit qu'il faut réussir à se mettre. Mais en termes d'urgence, des fois, c'est dur de se mettre dans l'ambiance de créativité. Et il y a certaines techniques qu'on peut utiliser, comme par exemple l'inversion ou la recherche d'analyse de fonctions. Qui vont permettre de trouver des choses intéressantes. Mais, encore une fois, si vous voulez avoir des bonnes idées, ça vous prend des gens qui pensent différemment, des gens qui pensent de façon bizarroïde, des gens qui pensent de façon rationnelle. On appelle ça cerveau gauche, cerveau droit. Donc, il faut faire un mix des bonnes personnes. Et là, après ça, mettre tous ces gens-là avec des techniques que je vous ai mentionnées tantôt. Et ça va vous donner des résultats assez foudroyants et en peu de temps. Donc ça, en gros, là, c'est ce que je dirais pour la résolution créative de problèmes. Okay. Juste pour enchérir sur ce que Gilles vient de dire, c'est super important de bien comprendre c'est quoi le problème. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que nous, et c'est un peu comme ça qu'on travaille, c'est qu'on est toujours en mode urgence, on est toujours pressé, les projets sont toujours en retard. C'est que là, on a mal identifié le problème, puis on saute directement à la solution. Et après ça, on s'en va, on dit, on a une solution, c'est que là, on part à 100 000 $, puis on met ça en place pour s'apercevoir quelques mois plus tard qu'on a mis en place la mauvaise solution. L'exemple typique qu'on entend souvent, c'est qu'on a une organisation qui a un problème en gestion de projet. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont acheter une licence MS Project.
Et quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, ils s'aperçoivent qu'ils ont deux problèmes. Ils ont toujours le même problème initial, qu'ils n'ont pas réglé. Et là, ils ont un MS Project que personne n'utilise. Ça n'a pas quoi faire avec. Ouais. Ça n'a pas quoi faire. Effectivement. Tantôt, on a parlé en entrée de jeu, en mise en la matière, on parlait de gestion de risque, gestion de crise, situation d'urgence. C'est tous des mots que parfois n'ont pas la même signification pour tout le monde. Je me rappelle d'avoir eu un débat assez long avec des ingénieurs, à savoir, on parlait de la construction d'un pont à l'île d'Orléans, puis là, ça s'ostinait à savoir, ben, on gère-tu le risque que le pont s'effondre après sa construction ou durant le projet, qui est un tremblement de terre, des choses comme ça. La gestion du risque d'un tremblement de terre pour le pont sur 150 ans de vie utile, c'est une chose. La gestion du risque d'un tremblement de terre durant le projet, c'en est une autre. Serge, la gestion de risque, là, ça peut vouloir dire bien des affaires. Puis là, on rajoute la notion de crise et d'urgence. Pourrais-tu nous démêler tout ça un petit peu puis nous donner des éléments de réflexion par rapport à ça? Bien, on peut commencer en établissant d'abord le fait que la gestion de risque de projet normal, ça veut dire favoriser la rencontre des objectifs de succès du projet. Alors que le but de la gestion d'un risque majeur, autrement dit une catastrophe, c'est de réduire les pertes. Ça veut dire réduire notre vulnérabilité et aussi se relever rapidement après une catastrophe, donc augmenter notre résilience. Si un projet normal se gère pendant une situation de catastrophe, non seulement il doit gérer ses risques normaux, par exemple manque de ressources, manque de temps, etc., mais il doit aussi tenir compte des impacts de la situation de catastrophe, ce qui va changer beaucoup la façon dont on doit le gérer. Par exemple, un projet de construction d'un édifice à condo au centre-ville de Montréal pour livraison en juillet 2020, c'est un projet corporatif normal avec des risques normaux, etc. Mais en mars dernier, on sait très bien que ces projets-là ils ont été mis sur la glace à cause de la COVID-19. Lorsque les projets ont été repris il n'y a pas longtemps, si les compagnies impliquées veulent profiter de la mise en vente des locations pour le mois de juillet, ils doivent gérer le projet de façon très accélérée, mais en plus tenir compte de la situation de la COVID. Par exemple, les travailleurs doivent travailler avec des équipements de protection sanitaire, etc. Alors, ils ne peuvent pas gérer ce projet-là avec les méthodes normales, avec la vitesse normale d'un projet. Ça pourrait être une situation positive aussi. Par exemple, une compagnie qui fournit des systèmes de télécommunication par Internet. Dernièrement, ils ont eu des demandes immenses de fournir des grandes quantités de capacités de communication. Et puis, à ce moment-là, ils doivent gérer de façon accélérée en tenant compte d'un paquet d'autres facteurs qui n'auraient peut-être pas normalement tenu compte. Pour sa part, la gestion de risque majeur implique deux périodes de projet. Un projet de gestion de risque majeur et un projet de gestion de la crise elle-même. Un projet de gestion de risque majeur se gère comme un projet normal, ses objectifs étant la réduction de la vulnérabilité de la société, par exemple, l'augmentation de la résilience, en mettant en place des nouvelles politiques, en mettant en place de l'équipement, en stockpile pour le prochain événement, etc. Ça va durer une longue période, peut-être même 30 ans. Tandis que la gestion de la crise elle-même, ça, c'est quand l'événement se produit. Alors, on est souvent en situation chaotique. Il faut déterminer quel service essentiel on va rétablir, protéger les personnes et les services, souvent dans un ordre prioritaire, même si on ne veut pas l'admettre, réduire les pertes et arrêter le dommage le plus rapidement possible. Il faut comprendre qu'on ne rétablira pas nécessairement la situation initiale pendant ce projet-là, ça peut prendre plusieurs années après. La gestion du déraillement du train au lac Mégantic, par exemple, à partir de la première explosion du wagon citerne qui a explosé le premier, jusqu'à quelques jours après, incluant le débrefage à chaud, c'était une gestion de crise. Okay. Tandis que la mise en place de voies de contournement, d'autres capacités pour réduire la probabilité des impacts d'un déraillement de train, ça, c'est un projet normal de gestion de risque majeur. Okay. Alors, ça met un petit peu la table, là, gestion de risque de projet, gestion de catastrophe, les deux étant reliés. Mais le point le plus important, c'est que ça va changer beaucoup notre approche à la gestion de projet normale. OK. Si tu me permets, Benoît, j'ajouterais quelque chose. Quand Serge mentionnait justement la notion de vulnérabilité versus la résilience et tout, ça me fait penser à la gestion du changement.
Parce qu'on parle souvent de l'indice de vulnérabilité qu'on va calculer avant de démarrer un projet pour voir si le timing est bon, si la capacité d'absorption des gens de cette nouvelle procédure, etc., est à point. Mais on ne peut pas faire ça. Dans un cadre de projet en urgence, l'indice de vulnérabilité, qu'elle soit élevée ou basse, ça n'a rien à voir. Alors, je pense que la notion de résistance, par contre, est encore présente. Il faut tout faire pour pouvoir amener des leviers au changement pour justement essayer d'avoir un poids supérieur aux obstacles. Il y a des techniques en gestion de changement et tout ça qu'on met en place pour essayer d'amoindrir ça, mais ça, c'est un élément à non négliger, parce qu'on a à vivre cette notion de résistance-là, puis il faut la contrer le plus rapidement possible aussi. Oui, c'est ça. La situation fait appel à des techniques autres qu'on n'a peut-être pas pensé d'utiliser au départ. C'est sûr que moi, je pense aussi là, à l'idée, par exemple, que dans un projet, tu peux au départ faire ta planification d'échéancier en faisant un beau chemin critique avec, on mentionnait tantôt, Michel parlait de MS Project, tu sais, Primavera, puis tu t'en vas dans ton logiciel, tu mets tes belles activités avec tes durées préétablies, tes liens fin à début, etc. Mais en situation d'urgence, souvent, on est confronté à un problème qu'on n'a jamais réglé, fait qu'on ne sait pas comment l'aborder, puis on ne sait pas dans quel ordre, puis fait commencer à essayer de faire un chemin critique avec ça, là, comment je vais faire pour gérer mon échéancier. Mais il existe des techniques auxquelles on ne penserait peut-être pas toujours au premier abord, mais je pense entre autres aux techniques du timeboxing puis Kanban. Habituellement, quand on parle de timeboxing puis Kanban, on pense à des projets TI. Les gens ne réalisent pas qu'en contexte de projet Waterfall, on peut utiliser la technique Kanban, on peut utiliser la technique timeboxing, même si habituellement on associe ça, encore une fois, au TI ou encore au manufacturier. Là. On parlait de Kaizen tantôt, je pense. C'est des techniques qu'on peut employer. Puis, on peut aussi s'assurer d'utiliser l'intuitif, l'intuition des membres de l'équipe. On a tendance à penser des fois que de prendre des décisions sur un gut feeling, là, sur l'intuition, ça peut mener à des mauvaises décisions. Puis, on sait qu'on fait des exercices, on fait des ateliers pour montrer aux gens qu'il faut faire attention parce que l'intuition est souvent mauvaise conseillère. Mais dans certains cas, c'est intéressant d'utiliser l'intuition si on l'utilise dans les bonnes situations, dans les bonnes circonstances, si on a les bonnes conditions réunies. L'intuition a l'avantage d'être plus rapide. Puis des fois, ça va nous donner des résultats qui sont 80% bons. Puis on sait que, par exemple, en technique d'estimation, à un moment donné, on franchit un seuil au-delà duquel de creuser, puis de calculer, puis d'estimer, ça ne donne rien. Là, on a atteint un niveau de fiabilité d'estimer qui est suffisamment bon pour aller de l'avant. Encore là, de savoir détecter quand est-ce qu'on peut utiliser des techniques intuitives versus quand est-ce qu'il faut se rabattre sur des techniques plus rationnelles, cartésiennes ou calcul, etc. Donc, c'est des choses auxquelles on peut faire appel. J'en profite pour regarder un petit peu. Je vois qu'on a quelques petites questions du public, puis je prends le temps de regarder là. Il y a quelqu'un qui nous demande en train de travailler sur un projet de e-learning à partir du Royaume-Uni. Donc, non seulement on a le défi de projet en situation d'urgence ici, mais on parle d'un projet géographiquement étendu avec des écoles secondaires, avec des écoles en Afrique, au Burundi, pour ne pas le nommer. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on pourrait penser? On parle d'un projet non seulement en situation d'urgence, mais un projet qui est géographiquement étalé. Y a-t-il des choses auxquelles on pourrait, des pistes de solutions auxquelles il faudrait réfléchir dans un contexte comme celui-là? Mais je vais me permettre juste d'ouvrir la porte sur le volet multiculturel. Ouais, premièrement, le fait qu'on soit dans un projet international, il faut en être très conscient. Un auteur que j'aime beaucoup, c'est Gert Hofstede, qui a développé les 6 dimensions multiculturelles. Et à travers ça, il nous laisse quand même, il nous explique, et c'est une des références en gestion de projet aussi, il nous explique très bien comment on devrait à ce moment-là travailler dans un cadre d'équipe multiculturelle. Puis on a tout. Quand tu parlais du time zone, hein, du décalage et tout ça, donc la notion de considération à travers ça est importante aussi pour ne pas négliger. Okay. Je vais laisser la place à mes collègues aussi, là, mais ça, c'est un premier point là, qui me venait en tête là, rapidement. Moi, j'ajouterais peut-être aussi que, étant donné que c'est un contexte multiculturel et qu'on n'a pas les mêmes repères, les mêmes références, peut-être au Royaume-Uni qu'au Burundi, qu'au Canada, mettons, je ne sais pas si l'équipe de projet, si les gens sont ici au Canada ou pas, mais que ce qui peut arriver aussi, c'est qu'ayant des gens qui ont des backgrounds différents,
Ça arrive quand on travaille avec des avocats, des ingénieurs, puis des travailleurs sociaux, où on arrive tous avec nos repères différents, on a toutes nos croyances différentes. Puis un des dangers dans des projets comme celui-là, c'est qu'on fait du biais de confirmation, là, où moi, je crois à quelque chose, fait que je ne regarderai pas ta solution parce que ça ne fait pas partie de mon cadre de référence, ça ne fait pas partie de mes croyances. Puis on sait qu'il y a des études qui démontrent que si on a bien cerné, on en parlait tantôt, l'objectif du projet, c'est plus facile de faire des compromis à des gens. Que quand l'objectif final est clair, qui est bien compris de tout le monde, on a plus de facilité à faire admettre, par exemple, à un groupe d'ingénieurs que peut-être la solution qu'ils nous proposent n'est peut-être pas adéquate. Mais quand l'objectif est trop flou, quand on a des critères comme il faut que ce soit facile à utiliser, c'est plus difficile de faire accepter aux gens des solutions auxquelles ils ne croiraient pas au départ. Alors, c'est une problématique intéressante. Si on double la difficulté, là. Bien, c'est sûr que aussi, là, tu l'as dit en partie, là, Benoît, c'est qu'il faut que les objectifs soient clairs. Moi, je me souviens toujours d'un prof que j'ai eu, puis il a dit il y a 10 facteurs moins 9 dans un projet qui sont importants, c'est les objectifs. Fait que si tu ne sais pas où tu t'en vas, tu perds ton temps. Puis ça, c'est le parallèle qu'on fait justement en résolution de problèmes. Puis Michel, on le voit dans la définition des besoins en analyse d'affaires. C'est que les gens, ils partent, puis ils commencent à courir, puis ils pensent qu'ils ont compris c'est quoi la mission, la vision, tous les mots ION que vous pouvez penser. Et donc, ça, c'est la première chose à faire, c'est que qu'est-ce qu'on veut atteindre? Une technique bien niaiseuse que je suis tombé dessus dernièrement, puis je l'ai essayé, c'est que tu écris ta mission, tu la mets de côté, tu reprends quelques heures après, tu la réécris 5 fois. Et c'est garanti que la 5e fois, ça ne ressemble pas à la première. Okay? Après ça, il faut savoir aussi exactement qu'est-ce que tu veux dire par tel mot. Et on suppose que quand toi tu dis ça doit être fait rapidement, bien, tu as la même définition que moi dans ta tête pour rapidement, ce qui est totalement faux. Okay? Moi, je travaille avec beaucoup de jeunes étudiants qui ont à établir des missions de stage qu'ils doivent faire. Je leur fais utiliser là, un mode de hiérarchisation des idées et ce n'est pas possible, là, c'est plein de trous. Okay? Ils n'ont pas pensé à certains éléments. Puis aussi, quand on parlait tantôt, la question, je la regardais, là, identifier les besoins, les problèmes, trouver des solutions. Bien, je rajouterais un autre élément dans ça, à savoir identifier les risques. Okay? Parce que la définition des risques va t'aider à définir les besoins. Comme par exemple, quelle plateforme qu'on va utiliser? Est-ce qu'Internet est rapide? Est-ce qu'on a des grands écrans de télé? Est-ce que chaque étudiant a un ordinateur? Est-ce qu'ils ont Internet chez eux ou ça va se faire à l'école? Si ça se fait à l'école, il va falloir qu'il y ait de la distanciation. Avec quelle connaissance de base part-il? Ce n'est pas la même chose peut-être au Burundi qu'au Royaume-Uni. Y a-t-il un problème d'accent? Est-ce qu'ils vont comprendre l'accent des professeurs qui seraient au Royaume-Uni ou je ne sais pas trop quoi? Si on peut faire un brainstorming là, avec des techniques là, et rapidement identifier un paquet de risques, après ça, on panique le plus qu'on peut, on se calme, puis là, on prend juste ceux qui ont une haute probabilité, puis un gros impact, puis on met ça de côté, puis on revient dessus le lendemain, puis éventuellement, c'est comme ça qu'on va bien définir le mandat, là, les besoins, etc. Donc ça serait mon point de vue, là, gestion de gestion de problème. Nouvelle technique de gestion de projet. On panique le plus possible pour qu'après ça aille bien. C'est une grande qualité à avoir, c'est paniquer sur commande. Oui, Serge, t'en mets. Je vais en profiter pour refaire le lien avec la gestion de risque. On peut dire d'abord et avant tout, puis faire le lien avec mes collègues. Un risque, c'est qu'est-ce qui pourrait affecter les objectifs de succès. Alors, si tu n'as pas clairement défini tes objectifs, tu perds ton temps à faire la gestion de risque. Je ne rajouterai pas ce que mes collègues ont déjà dit, mais c'est du point implémentaire. Excellent. Moi, j'ai travaillé sur des projets internationaux, puis des fois, des choses de base, c'est des choses de communication. Juste des fois, s'entendre sur certains mots. Nous, on s'est enfargé parce qu'on ne s'entendait pas sur qu'est-ce que c'était. Moi, je me souviens, j'avais un comité international, on travaillait sur la gestion de projet. On ne s'entendait pas c'était quoi une structure de découpage de projet. Puis à un moment donné, j'ai posé la question, selon vous, c'est quoi une structure de découpage de projet? Puis envoyez-moi un exemple par courriel. Et là, quand ça a commencé à rentrer, là je me suis aperçu, c'est pas du tout le même langage. Il faut juste s'entendre, juste sur les principes de base. Là. Et l'autre chose aussi, quand on parle des projets internationaux, c'est toujours en arrière, et ça implique un changement. Donc, c'est qui subit le changement et qui fait le changement. Ça, c'est important de définir un peu dans les enjeux des parties prenantes. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Ça, Christine en a parlé tout à l'heure lorsqu'on parle de la gestion de changement, parce qu'on peut avoir un braquage de certains groupes là, ou certaines entreprises à l'international qui disent nous,
On ne veut pas se faire assimiler par une autre organisation. Donc, les enjeux sont complexes et il y a des beaux défis définitivement dans ces types de projets. En effet. Ben, écoutez, tout le monde, merci beaucoup. Puis ça a été très agréable. Merci Serge, Michel, Christine, Gilles. Merci à tout le monde qui était sur le panel virtuel avec nous. Je vous rappelle que si vous avez manqué le début ou si vous avez des collègues qui auraient aimé y assister, le panel a été enregistré, donc on va le mettre à la disposition des gens, probablement via YouTube et des réseaux sociaux. Donc, vous pourrez aller l'écouter à nouveau si vous en avez manqué des extraits. Sinon, bien évidemment, tout ça, c'est en prélude à notre programme de formation en gestion de projet en situation de crise ou en situation d'urgence qu'on a mis sur pied. Pour l'instant, le programme est offert en format virtuel en entreprise. Mais on va sûrement, d'ici les prochains jours ou les prochaines semaines, annoncer des dates publiques pour des sessions publiques si vous voulez vous inscrire à ce programme-là. Ou encore, si vous avez d'autres questions sur les sujets dont on a touché aujourd'hui, que ce soit gestion d'équipes, parties prenantes, ressources humaines, risques, créativité, résolution de problèmes, gestion des échéanciers, ça va nous faire plaisir de vous aider et de vous assister là-dessus. Et là-dessus, au nom de mes collègues, je vous souhaite encore une fois, je vous remercie d'avoir été là, puis je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.